bien sur Radio Mali, les 13h à Bamako, la même heure à Banamba, Sinzina. Monsieur, on vous espère en santé. Bonjour et bienvenue aux informations au microphone Broma Traoré. Et Fatou Djabi, bonjour à tous. Voici les titres. Le siège des Nations Unies à New York cristallise les attentions où se déroule la 80e Assemblée générale de l'organisation. Les pays de l'AES se rencontrent pour parler d'une même voix. Elle touche 35% des femmes maliennes. L'hémorragie du postpartum est une perte sanguine pendant l'accouchement. Les spécialistes du domaine se forment à Bamako pour prévenir ou assurer la prise en charge de la pathologie. Comment restaurer la stabilité et l'équité du système commercial international? La directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce appelle à des réformes, une nécessité pour les entreprises de pouvoir évoluer dans un environnement transparent et prévisible. L'ancien chef de l'État français Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs mais relaxé des faits de corruption. Le tribunal correctionnel de Paris a rendu ce matin son verdict. La Chine s'engage à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 7 à 10% d'ici à 2035. C'est le président Xi Jinping qui annonce ce nouvel engagement climatique de son pays. Les moins de 17 ans du Mali se préparent pour le mondial au Qatar en novembre prochain. Le staff technique évalue les acquis et corrige les insuffisances avant la compétition. Dans la leçon du sport, gros plan sur les nouvelles modifications des lois du football. C'est tout pour les titres. Nous ouvrons cette édition avec un communiqué de l'état-major général des armées. La teneur de ce communiqué avec vous, Fatou Djabi. Oui, Broma Traoré, l'état-major général des armées informe l'opinion que des frappes aériennes ont visé des terroristes dans le secteur de Radjal, région de Bougouni. En début de nuit du 24 septembre 2025, 3 refuges terroristes ont été respectivement détruits dans la forêt de Siankadougou au nord-est de Bougouni, la forêt de Kekoro au sud-ouest de Bougouni, la forêt de Djalakoro à l'ouest de Garalo et au sud de Bougouni. Ces refuges servent de base aux terroristes responsables des abus sur les populations dans la zone. L'état-major général des armées salue le professionnalisme et la perspicacité des hommes avec l'utilisation optimale des équipements mis à disposition. Broma Traoré. Les dirigeants du monde se succèdent devant les marbres verts de l'ONU pour porter leur message à l'occasion de la 80e Assemblée générale de l'organisation. La voix du Mali est portée par le Premier ministre Abdoulaye Maïga qui doit intervenir demain vendredi à la tribune pour dévoiler la vision et les priorités de notre pays. À quelques heures de sa prise de parole, le chef du gouvernement a échangé avec ses homologues du Burkina Faso et du Niger. Question de parler d'une même voix. Le récit de nos envoyés spéciaux à New York, Mamari Kone et Aliou Touré. Quelques heures avant leur intervention à la tribune des Nations Unies, les premiers ministres de la Confédération des États du Sahel, AES, se concertent. Occasion pour eux de passer en revue la mise en œuvre des actions phares de la Confédération et d'évoquer leur participation à la 80e Assemblée générale des Nations Unies. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Les premiers ministres ont décidé de se rencontrer, d'abord pour échanger des informations sur nos pays, mais aussi pour partager les analyses par rapport à cette 80e session et par rapport à l'état du monde et par rapport aux aspirations des peuples de la Confédération des États du Sahel. Nos premiers ministres ont passé en revue les activités en cours qui vont entreprendre de façon collective pour faire en sorte que notre Confédération des États du Sahel puisse porter la voix et les aspirations des peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies de façon solidaire pour faire passer nos messages. Le ministre de la Santé et du Développement social a pris part à certaines activités en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Colonel Assaba Diallo Touré. Il y a eu un événement spécial organisé par le secrétaire général des Nations Unies sur le climat en prélude de la COP 30. Et beaucoup de pays ont pris part. J'ai représenté le Mali. Ils ont réitéré leur engagement pour l'action climatique. Vous savez, les pays du Sahel, notamment le Mali, nous subissons beaucoup. Nous ne sommes pas des pollueurs, mais nous avons beaucoup de conséquences de ces dérèglements climatiques. J'ai aussi rencontré mon homologue russe
avec lequel on a parlé de la coopération entre le Mali et la Russie. On a parlé des perspectives, notamment en matière de formation, en matière de médicaments et en matière de prise en charge sanitaire. On a pris des engagements parce qu'on va essayer de voir un protocole d'accord entre la Russie et le Mali et on va peaufiner ça avec les affaires étrangères, voir ce dont le Mali a besoin. Et mon homologue promet de faire un tour au Mali et il nous a aussi invités à aller en Russie pour voir comment les choses vont se passer. L'intervention du Premier ministre à la tribune des Nations Unies ce vendredi est attendue. Le chef du gouvernement sacrifiera également à une tradition, celle de rencontrer nos compatriotes établis aux États-Unis d'Amérique. New York, Mamari Kone, Alou Touré pour leur thème. La transition est toute trouvée pour parler de ce qui fait l'essentiel de l'actualité hors des frontières maliennes. Les Guinéens approuvent avec 89% des suffrages le projet de la nouvelle constitution lors du référendum du 21 septembre dernier. Le taux de participation est de 86% selon les résultats provisoires que doit valider la Cour suprême dans les prochains jours. Des résultats qui suscitent des réactions. Pour l'opposition, le référendum de dimanche est une mascarade, tandis que le Premier ministre Amadou Ouriba s'est félicité au cours d'un point de presse de ses succès. Pour lui, ces scores confèrent une forte légitimité à la nouvelle constitution. Ce oui est un mandat de confiance, a-t-il conclu. Si les Guinéens attendent la publication des résultats officiels du référendum constitutionnel, les Bissau-Guinéens, eux, votent le 23 novembre prochain pour les élections générales. Pour ce rendez-vous électoral, la justice écarte l'opposant Domingos Simoes Pereira du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Les 6 juges qui ont rendu la décision affirment que la candidature a été déposée dans des délais irréguliers, bien que la date limite de dépôt soit fixée à ce jeudi. Les magistrats de la Cour suprême estiment ne pas disposer de suffisamment de temps pour analyser le dossier et notifier le parti d'éventuelles irrégularités procédurales. Si celle-ci venait à exister, les dirigeants du parti ont été informés via un communiqué de la Cour suprême. Au Cameroun, ce n'est pas un communiqué, mais le ministre en charge de l'administration territoriale en personne qui met en garde contre tout trouble à l'ordre public à 3 jours du début de la campagne électorale pour la présidentielle du 12 octobre. Aucun désordre avant, pendant et après le jour du vote ne sera toléré, a prévenu le ministre Paul Atangandji. Il s'adressait aux responsables locaux de l'administration et aux forces de défense et de sécurité. Présidentielle sur le continent, on en parle toujours en Ouganda. Ils seront 8 dans le starting block pour la présidentielle de janvier. Dans un communiqué diffusé hier soir, la commission électorale a révélé que 8 des 38 candidats ont été retenus. Parmi eux, l'actuel président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, âgé de 81 ans. Il brigue un 7e quinquennat après avoir fait modifier la constitution et supprimer le nombre limite de mandats. Son principal rival, l'ancien chanteur Bobi Wine, est aussi dans la course. La campagne électorale s'ouvre le 29 septembre prochain. Dans les mêmes registres et cette leçon de démocratie que le Malawi envoie au monde, le président sortant Lazarus Chakwera a reconnu sa défaite à la présidentielle et a félicité son rival et prédécesseur Peter Mutharika. Ce dernier a remporté le scrutin avec 56,8% des votes. C'est ce qu'a annoncé hier la commission électorale. 5 ans après avoir été écarté du pouvoir, Peter Mutharika s'apprête donc à reprendre les rênes du pays. Et pas d'élection en perspective à Madagascar, mais ce jeudi est un jour de mobilisation générale dans le pays. Des rassemblements sont prévus dans les grandes villes du pays pour protester contre le délestage et les coupures d'eau, de quoi paralyser le quotidien des habitants et alimenter un ras-le-bol général. Affirmant vouloir éviter les troubles à l'ordre public dans la capitale, la préfecture a interdit tout rassemblement et a réquisitionné les forces de l'ordre pour cette journée de manifestation. Il ne manifeste pas mais dénonce la corruption comme étant le plus grand fléau qu'ait connu le pays depuis un demi-siècle. Nous sommes en République démocratique du Congo. Les évêques catholiques appellent les autorités à agir en urgence pour répondre à la faim et réduire les inégalités. L'instabilité sociale et le manque de perspectives pour les jeunes ont engendré un profond sentiment de désespoir, déclare-t-il. Et pendant ce temps, le Kenya espère finaliser un accord commercial avec les États-Unis d'ici à la fin de l'année. Ce serait une première entre Washington et une économie d'Afrique subsaharienne. Le ministre kenyan du Commerce a confirmé que des discussions avaient été ouvertes avec l'administration américaine, bien qu'aucun calendrier officiel n'ait été encore arrêté. Nairobi souhaite sécuriser l'accès de ses exportations, notamment dans le textile, le thé, le café ou encore
encore les avocats à l'un de ces marchés les plus importants. À marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le président William Ruto a annoncé qu'il demanderait à Washington une prolongation d'au moins 5 ans à l'AGOA. Selon lui, cet instrument demeure essentiel pour combler les déficits commerciaux et soutenir la croissance africaine. Au même moment, la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce appelle à restaurer la stabilité et l'équité du système commercial international. Dans un entretien accordé à une télévision chinoise, Ngossi Ogojo-Iweala invite les États membres à saisir la crise actuelle comme une occasion en or pour refonder l'organisation, renforcer sa légitimité et relever les défis d'un système fragilisé. Elle insiste également sur la nécessité pour les entreprises de pouvoir anticiper les droits de douane et d'évoluer dans un environnement transparent et prévisible. Du commerce à la justice, pour parler de ce verdict en France, l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs, mais relaxé des faits de corruption lors de son jugement ce jeudi. Il est jugé devant le tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire du financement libyen présumé dans la campagne présidentielle de 2007. En avril dernier, à l'issue de 3 mois d'audience, le parquet avait requis 7 ans de prison ferme et 300 000 € d'amende à l'encontre de l'ancien locataire de l'Élysée. Pour les 11 autres prévenus, 1 à 6 ans de prison avaient été requis. De la France, rendons-nous au Danemark où des drones d'origine inconnue ont été identifiés dans la nuit de mercredi à jeudi au-dessus de 4 aéroports, provoquant la fermeture de l'un d'entre eux pendant plusieurs heures selon la police. Le ministre de la Défense danois dénonce l'œuvre d'un acteur professionnel. Ces incidents interviennent après des événements similaires en Pologne et en Roumanie. Bouclons ce tour d'horizon par la Chine où le président Xi Jinping annonce un nouvel engagement climatique de son pays. Il s'engage à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 7 à 10% d'ici à 2035. C'était hier lors d'une intervention par vidéo à un sommet climat à l'ONU. Jamais la Chine ne s'était engagée auparavant à un chiffre précis à court ou moyen terme. Le pays s'est fixé la neutralité carbone d'ici à 2060 et promettait d'atteindre un pic avant 2030, ce qu'il semble en voie de réaliser en 2025 grâce à l'essor du solaire et des voitures électriques. Nous revenons au Mali pour parler d'une pathologie qui touche 35% des femmes. Il s'agit de l'hémorragie du postpartum qui se définit comme des pertes sanguines supérieures à 500 millilitres au moment de l'accouchement. Elle représente la première cause de mortalité maternelle. Oui, pour prévenir ou assurer la prise en charge de la maladie, les experts du domaine se forment pendant 2 semaines sur la problématique. La finalité étant de préserver la santé de la mère et de l'enfant. Inaba était à l'ouverture de la formation pour Mali Actualité. L'hémorragie du postpartum est la première cause de mortalité maternelle dans le monde. Selon l'Office national de la santé de la reproduction, rien qu'en 2024, cette pathologie a représenté 56% de l'ensemble des décès maternels au Mali. La majorité de ces décès surviennent dans les 4 heures suivant l'accouchement. C'est pourquoi les prestataires du CHU Gabriel Touré, des CCRF et des CESCOM de Bamako vont être formés sur l'hémorragie du postpartum. Dr Sedou Diallo, point focal hémorragie du postpartum à l'ONACR. Le message que nous avons à l'endroit de la population, c'est qu'il faut vraiment se rendre dans les centres de santé dès qu'il y a un signe de danger. Et l'hémorragie fait partie des signes de danger les plus alarmants. Dès qu'une femme enceinte ou une femme qui est dans les suites sain, donc il faut immédiatement se rendre dans le centre de santé le plus proche. Réduire la mortalité maternelle d'ici à 2030, c'est l'objectif visé par les initiateurs de cette formation qui réunit gynécologues et pédiatres pour aborder le problème sous tous ses aspects. Dr Ben Moulay Aïdara, directeur général de l'ONACR. Il s'agit d'une formation innovante avec une phase théorique qui se déroulera à l'ONACR et la phase pratique dans les structures de santé. Les défis sont énormes. Les ressources domestiques deviennent rares avec la restitution budgétaire et nous devons être à la hauteur pour relever les défis, d'où la résilience sanitaire. Conscient que la mortalité et la morbidité maternelle constituent une injustice sociale et une violation des droits fondamentaux des femmes, l'ONACR estime qu'à la fin des 2 semaines d'échange, 80% des problèmes pourraient être résolus.
Oui, une autre structure qui cherche à résoudre ces problèmes, c'est celle de l'hôpital du Mali, confronté à un manque d'infrastructures d'accueil, de blocs de consultation. Pire, certains appareils de l'établissement sont aux arrêts, notamment la radio télécommandée, d'autres ne sont plus réparables. Un triste constat fait à l'ouverture hier de la 26e session ordinaire du conseil d'administration de l'hôpital. Une lueur d'espoir tout de même, la structure sanitaire a pu mobiliser 51% de ses ressources financières. Voyons tout cela dans le compte-rendu de Sokna Kamsogo. S'il y a un défi que compte relever l'hôpital du Mali, c'est bien l'acquisition des équipements d'analyse et l'extension de l'ancien bâtiment. Au dire de la directrice générale de l'établissement, l'ancien bâtiment ne répond plus aux normes. Doumbia Sanata Sogoba, directrice générale de l'hôpital du Mali. L'occasion pour remercier les plus hautes autorités que nous avons reçu des gros équipements tels que l'IREM, le scanner et l'accélérateur linéaire. Mais en dehors de cela, on a des équipements qui sont vraiment aux arrêts. Surtout la radio télécommandée et les examens simples de radio os poumons et d'autres équipements parce que ces équipements n'ont pas été changés depuis le démarrage. Maintenant, ces appareils ne sont plus réparables. L'autre difficulté aussi que la population est en train de vivre avec nous, ça c'est la capacité d'accueil au niveau des bureaux des entrées. Parce que depuis le démarrage, on n'a pas pu faire l'extension. Les patients ou les accompagnants sont même assis par terre. Donc ça, c'est un désagrément qui nous met mal à l'aise. L'autre difficulté aussi, ça c'est par rapport au nombre de boxes de consultation. Nous avons été obligés de chercher des containers pour pouvoir satisfaire la demande de la population. Malgré ce tableau sombre, l'essentiel des tâches ont été exécutées, comme le rappelle le président du conseil d'administration à l'ouverture de cette 26e session ordinaire du conseil d'administration de la structure à mi-parcours. Badou Soumounou. Du 1er janvier au 30 juin, l'hôpital a entrepris des résultats encourageants qui doivent être consolidés, à savoir activité de laboratoire 101%, activité d'imagerie médicale 98%, activité de l'anesthésie 124%. Sur le plan financier, un taux d'exécution de 46% et un taux de mobilisation de 51%. Des résultats engagés grâce à la résilience du personnel. Une dynamique qui devra être maintenue et renforcée pour les années à venir. Doumbia Sanata Sogoba, directrice générale de l'hôpital du Mali. En perspective aussi, c'est d'élargir notre gamme de prestations. On a démarré les activités personnalisées aussi. En tout cas, nous sommes sollicités aussi par rapport à ces activités personnalisées et le développement de la recherche. Parce qu'on ne peut pas développer une activité aussi sans recherche. Sur un budget de plus de 6,187 milliards de francs CFA, l'hôpital du Mali a pu mobiliser au terme du premier semestre 2025 la somme de plus de 3,234 milliards de francs CFA. À 13h passées de 18 minutes dans l'actu des sports, la Coupe du Mali de handball se poursuit au stade Mamadou Konaté, tout comme le championnat national de volleyball dans la salle Abdallah Aïdara du stade du 26 mars en dames et messieurs. En football, les moins de 17 ans du Mali se préparent activement pour le mondial prévu au Qatar au mois de novembre. Occasion pour les staffs techniques d'évaluer les acquis et de corriger les insuffisances avant la compétition. Plus de précisions dans la synthèse de l'actualité sportive qui porte la signature de Isaac. On commence par le football. Match de préparation des moins de 17 ans du Mali. Et un deuxième face-à-face, c'était au programme hier après-midi au stade Wenzin Koulibaly. Après un premier duel soldé par une victoire 1-0 de l'équipe ancienne des moins de 17 ans sur la nouvelle équipe, les deux sélections maliennes, donc de la catégorie des moins de 17 ans, se sont retrouvées hier pour un nouveau test. Ce deuxième match amical a été remporté encore par les anciens 3-2 et s'inscrit donc dans la continuité de la préparation des deux équipes, chacune engagée sur un front différent. Les moins de 17 ans anciens se préparent pour le mondial de moins de 17 ans prévu en novembre au Qatar, tandis que les moins de 17 ans nouveaux poursuivent leur préparation en vue des éliminatoires zonales de la CAN de la catégorie attendue à Bamako dans quelques jours. Une nouvelle occasion pour les staffs techniques d'évaluer
évaluer les acquis, régler les détails et donner un temps de jeu aux jeunes talents. Et puis, la FIFA organise un tournoi amical féminin baptisé FIFA Unité aux Émirats Arabes Unis du 23 au 29 octobre prochain. Cet événement réunit 4 équipes, celles des réfugiés afghans, des Émirats Arabes Unis, la Libye et le Tchad. Ce mini-championnat est une étape majeure pour l'équipe des réfugiés afghans qui fait ainsi ses débuts sur la scène internationale. Et cet événement symbolise l'engagement de la FIFA à promouvoir le football féminin et à rendre accessible à toutes, comme le souligne Gianni Infantino, président de la FIFA. Les 4 équipes s'affronteront dans un mini-championnat où chacune jouera 3 matchs et l'équipe qui totalisera le plus de points donc sera déclarée vainqueur. Volleyball. Le championnat national de volleyball se profile dans la salle Maman Abdelhadra du stade du 26 mars en dames et messieurs. Hier, dans la salle Maman Abdelhadra en dames, l'équipe de Sigasso a perdu contre l'ISFAS 3-7-0. Et Kulkuro a été battu par la commune 5 3-7-2. Sego a été dominé par les milieux de logement 3-7-0. À monsieur l'ISFAS a dominé Tombouctou par 3-7-0 et Mopti a perdu 3-7-0 devant Sikasso. À mi-parcours, Ibrahim Oumar Ouattijé, président de la commission statut de la Fédération malienne de volleyball, apprécie la compétition. Il est au micro d'Abdelkarim Kaba. Tout se passe pour le mieux. Bien sûr, on a eu des problèmes au début avec la délégation de Gao qui, en venant à Bamako, a fait un accident en rentrant à Bamako au niveau de Ségou. Alhamdoulilah, aujourd'hui, tout le monde va bien. Donc, la compétition a pu commencer. À peu près toutes les délégations sont là. En ce qui concerne le déroulement du tournoi, tout se passe pour le mieux. On a rencontré un peu de problèmes avec le délestage. Tout se passe pour le mieux. Les matchs se sont joués par exemple depuis et normalement on va finir les matchs de poule. En ce qui concerne le niveau des équipes, le niveau est assez acceptable chez les dames, chez les hommes, le niveau est assez bon. Merci. Les demi-finales sont prévues pour demain et la grande finale se jouera samedi prochain. Et puis, Coupe du Mali de handball, le tournoi se poursuit au stade Mamadou Konaté. Le programme prévoit ce jeudi 4 rencontres. Dans la matinée, en dames, le centre de Lafiabougou aura affaire au Sigricaille. À messieurs, le centre de Missabougou en découdra avec l'ISFAS. Dans l'après-midi, le centre de Missabougou affrontera le centre de Maïga de base en dames, pendant que chez les hommes, le centre de Lafiabougou croisera de fer avec la commune 6. Hier, chez la dame, le Sigricaille a battu 34-29 le centre de Lafiabougou. L'ISFAS et le centre Maïga de la base ont fait match 12-12. Chez les hommes, le centre de Missabougou s'est imposé 48-34 devant le centre de Lafiabougou. Enfin, la rencontre entre le Buton et Ségou et la commune 6 n'est pas allée à son terme pendant que les deux équipes étaient à égalité 13-13. Nous restons avec Isaac Tienou pour parler de la leçon du sport. Elle porte ce jeudi sur les nouvelles modifications des lois du football. Les nouvelles lois entrent en vigueur pour la saison 2025-2026. Parmi lesquels les discussions entre le corps arbitral et les acteurs du jeu, le protocole VAR et les gardiens de but, mais nous nous intéressons aux modifications apportées dans les lois 3 et 12. Explication. L'International Football Association Board, IFAB, l'institution chargée de définir les règles de jeu, a procédé à de nouvelles modifications. L'objectif est d'améliorer et développer le football. Plusieurs lois ont connu des changements ou amendements, l'ont dit Ibrahim Aboubakar Haïdara, instructeur national des arbitres. Il s'agit notamment des lois numéro 3, numéro 5, numéro 8, numéro 9, numéro 11, numéro 12, numéro 16 et numéro 17. Par exemple, les discussions entre le corps arbitral et les acteurs de jeu connaîtront désormais une nouvelle réglementation. La modification à la loi numéro 3 concerne le capitaine d'équipe. Désormais, les compétitions peuvent décider de faire appliquer les directives relatives aux principes selon lesquels seul le capitaine peut s'adresser à l'arbitre. Ceci afin d'améliorer le comportement général sur le terrain, de favoriser la coopération et de renforcer les relations entre les joueurs et l'arbitre. La loi 12 ne fait pas exception. Si un gardien de but conserve le ballon à la main pendant plus de 8 secondes, l'arbitre accorde un corner à l'équipe adverse.
Les arbitres doivent utiliser un signal visuel pour indiquer le décompte des 5 dernières secondes. Ibrahim Abougine Haïdara. La modification à la loi 12 concerne principalement les pertes de temps des gardiens de but. Un corner est accordé si un gardien de but conserve le ballon à la main pendant plus de 8 secondes à l'intérieur de sa surface de réparation avant de le relâcher. Le corner s'effectue du côté le plus proche de l'endroit où se situait le gardien au moment où l'infraction a été signalée. Aucune sanction disciplinaire n'est infligée, sauf si un gardien de but commet cette infraction de manière répétée. Les différentes modifications entreront en jeu à partir du 1er juillet 2025. Les compétitions débutant avant cette date peuvent appliquer de manière anticipée les dites lois ou reporter à une prochaine édition des compétitions en question. Chronique judiciaire. La chronique judiciaire revient sur le communiqué conjoint relatif au retrait des pays de la Confédération AES de la Cour pénale internationale avec effet immédiat. Oui, le Mali, le Burkina Faso et le Niger dénoncent l'instrumentalisation de la CPI, mais ce retrait ne sera effectif qu'en septembre 2026. On en parle avec Garibou Pérou. Au commencement, c'est avec espoir que le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont ratifié le statut de Rome. Mais à l'épreuve des faits, à la lumière des crises et au fil des silences de la Cour, une vérité s'est imposée aux États membres de l'AES. La CPI n'est plus la justice universelle tant attendue, mais un bras judiciaire du néocolonialisme. À maintes reprises, elle a détourné les glaives de la justice pour les transformer en fouillettes diplomatiques. Sélective dans ses poursuites, silencieuse face aux crimes commis par certaines puissances, aveugle aux guerres d'agression menées sous couvert d'humanisme, elle s'est toujours acharnée sur des États fragiles. La CPI, dans sa pratique, a donc failli, devenant une institution à géométrie variable. Éloignée de son idéal, elle tombe dans la logique de 2 poids 2 mesures. En conséquence, et après réflexion, les gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont d'une même voix prononcé leur retrait immédiat du statut de Rome. Selon l'article 127 du statut de Rome, tout État parti peut se retirer par voie de notification écrite adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le retrait prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue, à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure. Toujours selon le même article, le retrait ne dégage pas l'État des obligations mises à sa charge et n'affecte pas non plus la coopération établie avec la Cour à l'occasion des enquêtes et procédures pénales commencées avant la date à laquelle le retrait a pris effet. Le retrait n'affecte en rien la poursuite de l'examen des affaires que la Cour avait déjà commencé à examiner avant la date à laquelle il a pris effet. En tous les cas, dignement, pleinement et souverainement, le Burkina Faso, le Niger et le Mali tournent la page du statut de Rome. Ils se retirent de la juridiction de la Cour pénale internationale. 13h passées de 27 minutes. Prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Et juste après la lecture des avis et communiqués avec Aston Tangara pour vous dire que c'est la fin de cette édition mise en onde par Alimata Ouattara, mise en ligne Sekou Traoré et Bekaï Sissé. Elle vous a été présentée par Bourama Traoré et Fatou Djabi. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de journée à vous, où que vous soyez. Merci.